L'air chaud d'août portait encore les parfums de lavande et de thym sauvage, quand Marie-Claire Dubois plia soigneusement la dernière chemise de coton dans le sac de voyage de sa fille cadette. Ses gestes étaient précis, méticuleux, comme si chaque pli pouvait conjurer l'angoisse sourde qui lui serrait la poitrine depuis des semaines. Dans la chambre voisine, elle entendait Pierre discuter avec leurs 3 enfants, Julien, 15 ans, Émilie, 12 ans, et la petite Céline. 8 ans à peine, des étapes de leur pèlerinage vers Rocamadour. « Maman a encore rangé mes affaires », se plaignait Céline d'une voix fluette qui faisait invariablement sourire Marie-Claire malgré ses préoccupations. Cette année 1987 marquait un tournant dans la vie des Dubois. Pierre avait enfin obtenu sa mutation tant espérée à Limoges, après des années difficiles dans une petite ville industrielle où le chômage rongeait les familles comme une maladie silencieuse. Les enfants avaient bien grandi. Julien montrait déjà cette indépendance farouche de l'adolescence qui inquiétait parfois Marie-Claire, et Émilie développait cette sensibilité artistique qui la faisait passer des heures entières à dessiner dans ses carnets secrets. Le pèlerinage représentait pour Marie-Claire bien plus qu'une tradition familiale. C était une promesse faite à sa grand-mère, Marguerite, avant sa mort l'hiver précédent. Une promesse de maintenir vivante cette foi simple et profonde qui avait soutenu leur famille à travers les épreuves. Marguerite lui avait souvent raconté comment, pendant la guerre, elle avait marché jusqu'à Rocamadour pour prier pour le retour de son mari prisonnier. Il était revenu, amaigri mais vivant, et depuis lors, chaque génération de femmes de la famille avait perpétué cette tradition. « Tu verras, ma petite Marie-Claire, » lui disait sa grand-mère en caressant ses cheveux gris avec des mains tachées par l'âge. « Quand on marche vers la Vierge Noire, on ne marche pas seulement avec ses pieds, on marche avec son cœur, avec toutes les prières de ceux qui nous ont précédés. » Pierre, lui, approchait ce voyage avec un pragmatisme teinté d'affection. Il n'avait pas la foi ardente de sa femme, mais il respectait profondément ses convictions et savait combien cette démarche comptait pour elle. Surtout après les derniers mois difficiles, quand le déménagement, les nouveaux collègues, l'adaptation des enfants à leur nouvelle école avaient mis leurs nerfs à rude épreuve. Le groupe de la paroisse Saint-Martin comptait 39 pèlerins cette année-là, un nombre record selon le père Bertrand. Un homme dans la soixantaine aux yeux bleus perçants et à la voix douce qui inspirait confiance à toutes les familles. Il avait organisé ce pèlerinage pour la 16e fois, connaissait chaque étape, chaque halte, chaque difficulté du parcours. Les Dubois participaient pour la première fois, recommandés par leur ancienne paroisse de Tulle. « Vous verrez », leur avait-il dit lors de la réunion préparatoire, « marcher ensemble pendant 8 jours, c'est découvrir des aspects de sa famille qu'on n'imagine pas. Les enfants révèlent souvent une maturité surprenante, et les parents redécouvrent le plaisir simple d'être ensemble, loin des distractions du quotidien. » Marie-Claire avait souri à ces mots, mais une part d'elle restait inquiète pour Julien, qui traversait cette période difficile où tout l'agaçait, où il répondait avec cette insolence molle des adolescents. Inquiète pour Émilie, si sensible qu'un regard de travers pouvait la faire pleurer pendant des heures. Inquiète pour Céline, la plus fragile physiquement, qui s'essoufflait vite et dont les petites jambes devraient porter son corps sur des kilomètres de chemin parfois escarpés. Le matin du 7 août, quand ils se retrouvèrent tous sur la place de Brive-la-Gaillarde, point de départ traditionnel du pèlerinage, Marie-Claire sentit son angoisse se transformer en une excitation presque enfantine. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette assemblée hétéroclite. Des familles entières, avec des enfants en bas âge, des couples âgés qui se tenaient par la main avec une tendresse qui faisait chavirer le cœur, des jeunes adultes au regard encore incertain, quelques personnes seules qui cherchaient visiblement dans cette démarche collective une réponse à leurs questionnements intimes. Madame Rousseau, une veuve de 70 ans aux cheveux blancs neige et aux yeux d'un bleu délavé, s'approcha d'eux avec un sourire bienveillant. « Première fois ?» demanda-t-elle à Marie-Claire, en regardant les enfants qui s'impatientaient déjà. « Oui,
Nous découvrons. J'espère que nous ne ralentirons pas le groupe. Oh, ma chère enfant, répondit Madame Rousseau en riant. Nous ne sommes pas des athlètes, nous sommes des pèlerins. La différence, c'est que nous avançons avec notre âme autant qu'avec nos jambes. Pierre vérifia une dernière fois les sangles des sacs à dos, distribua les gourdes, s'assura que chaque enfant avait bien ses chaussures de marche correctement lacées. Il avait cette habitude de tout vérifier 2 fois, hérité de ses années d'ouvrier où la moindre négligence pouvait coûter cher. Julien traînait les pieds, l'air boudeur. Écoutant son Walkman jaune vif avec des écouteurs orange qui juraient avec l'atmosphère solennelle du groupe. Marie-Claire hésita à lui demander de l'éteindre, puis se ravisa. Il aurait bien le temps de se détacher de ses distractions au fil des kilomètres. Émilie, elle, observait tout avec cette intensité particulière qui la caractérisait. Elle avait apporté un carnet à spirale et des crayons de couleur, bien décidée à immortaliser chaque étape de leur voyage. Sa mère l'avait mise en garde contre le poids supplémentaire, mais comment refuser à une enfant cette envie de créer, de témoigner? Céline sautillait d'un pied sur l'autre, excitée comme avant chaque sortie exceptionnelle. Elle avait insisté pour porter son petit sac à dos rose, celui des vacances, dans lequel elle avait glissé son doudou préféré. Un lapin en peluche aux oreilles usées qu'elle appelait Pompon, et 3 de ses livres d'images favorites. Le père Bertrand rassembla le groupe en cercle pour la prière du départ. 39 visages se tournèrent vers lui, 39 cœurs battant d'une émotion mélangée d'espoir et d'appréhension. Il parla de chemin, de rencontre, de cette grâce particulière qui accompagne ceux qui acceptent de quitter leur confort pour aller vers l'inconnu, dans un esprit de foi. Nous ne savons pas tout ce que ces 8 jours nous réservent, dit-il d'une voix grave qui portait loin dans l'air matinal. Nous ne savons pas quelles difficultés nous devrons surmonter, quelle joie nous découvrirons, quelle révélation nous attend. Mais nous savons que nous ne marchons pas seuls. Marie-Claire serra la main de Pierre, sentit la petite main moite de Céline se glisser dans la sienne. Elle ferma les yeux et laissa la voix du prêtre l'envelopper comme une protection invisible. Quelque part au fond d'elle-même, une voix murmurante tentait encore de lui dire que peut-être, il n'aurait pas dû partir cette année, que peut-être il valait mieux attendre que Julien soit plus mature, que Céline soit plus résistante. Mais elle chassa ses pensées comme on chasse les mauvais rêves au réveil. Les premiers kilomètres se déroulèrent dans une atmosphère presque festive. Les enfants couraient devant, revenaient vers leurs parents, repartaient explorer les environs immédiats du chemin. Les conversations s'engageaient naturellement entre familles qui ne se connaissaient que de vue, créant rapidement cette intimité particulière des voyageurs partageant la même route. Pierre marchait d'un pas régulier, portant le sac le plus lourd, veillant d'un œil discret sur ses 3 enfants. Il avait cette faculté de paraître détendu tout en restant constamment vigilant, qualité développée pendant ses années d'ouvrier où l'attention permanente était une question de survie. Vers midi, ils s'arrêtèrent dans un petit village dont l'église romane aux pierres dorées par le soleil semblait les accueillir avec bienveillance. Le père Bertrand avait négocié avec la municipalité l'utilisation de la salle communale pour le repas de midi. Tables et bancs avaient été disposés, et chaque famille avait contribué selon ses moyens à un repas partagé qui prit rapidement des allures de fête de village. Julien avait fini par ranger son Walkman et participait aux conversations avec les autres adolescents du groupe. Émilie croquait dans son carnet, les visages souriants, les gestes, l'ambiance chaleureuse de cette première halte. Céline S. était endormie contre l'épaule de sa mère, épuisée par l'excitation et les premiers kilomètres. « Elle tiendra le coup ?» s'inquiéta Pierre en caressant les cheveux bouclés de sa fille cadette. « Elle est plus solide qu'elle n'en a l'air », répondit Marie-Claire, avec une conviction qu'elle espérait sincère. L'après-midi apporta les premières difficultés. Le soleil tapait fort, les sacs semblaient plus lourds, et l'euphorie du départ laissait place à la réalité de l'effort physique.
Céline commença à se plaindre, réclamant des pauses de plus en plus fréquentes. Julien redevint morose, traînant derrière le groupe avec ostentation. Seule Émilie gardait son enthousiasme intact, s'arrêtant régulièrement pour dessiner une fleur, un papillon, un détail architectural qui avait retenu son attention. C'est Madame Rousseau qui sauva la situation en proposant un jeu qui occupa les enfants pendant plusieurs kilomètres. Chacun devait repérer et nommer tout ce qui était bleu dans le paysage. Bientôt, les voix enfantines s'élevèrent joyeusement. Un volet bleu, des bleuets, le ciel, la robe de la dame là-bas. Le soir, ils installèrent le campement dans un pré mis à disposition par un monastère bénédictin. Les moines les accueillirent avec cette hospitalité simple et chaleureuse qui caractérise les communautés religieuses habituées aux pèlerins. Ils proposèrent l'utilisation de leurs sanitaires et de leurs points d'eau, refusant tout dédommagement avec un sourire qui en disait long sur leur conception du partage. Marie-Claire aida à monter la tente familiale, une tente orange et bleue achetée spécialement pour ce voyage et testée dans le jardin de leur maison de Limoges. Pierre vérifia les sardines, s'assura de la solidité de l'installation, prévoyant déjà les caprices météorologiques possibles. Le repas du soir fut pris en commun, chaque famille ayant apporté sa contribution. Conversation, rire, chansons traditionnelles chantées par les plus âgés et reprises tant bien que mal par les plus jeunes créèrent cette atmosphère de communion qui justifie à elle seule de tels voyages. Quand vint l'heure de se coucher, Céline ne tenait plus debout. Marie-Claire l'aida à enfiler son pyjama, la borda dans son sac de couchage avec Pompon serré contre elle. « Maman !» murmura la fillette d'une voix ensommeillée. « On va vraiment voir la Dame Noire ?»« Oui, ma chérie. Dans quelques jours, nous arriverons à Rocamadour, et tu pourras voir la statue de la Vierge Marie qui protège les voyageurs depuis des siècles. Elle nous protège déjà maintenant ?» Marie-Claire sentit sa gorge se serrer devant cette confiance absolue, cette foi pure de l'enfance qui ne connaît pas encore le doute. « Oui, ma petite, elle nous protège déjà. » Julien et Émilie s'installèrent de part et d'autre de leur petite sœur. Julien avait retrouvé sa gentillesse naturelle, aidant Émilie à ranger ses crayons, lui racontant à voix basse des histoires drôles qui la faisaient pouffer de rire. Pierre et Marie-Claire s'allongèrent en dernier, écoutant les conversations qui éteignaient progressivement dans les autres tentes. Les derniers bruits de la journée qui cédaient la place aux sons nocturnes de la campagne. « Première journée réussie », murmura Pierre, en prenant la main de sa femme. « Oui, j'avais peur que ce soit trop difficile pour eux, mais ils s'adaptent bien. Céline m'inquiète un peu. Elle a eu du mal cet après-midi. Elle s'habituera. Et puis, les autres enfants l'aident beaucoup. Tu as vu comme Émilie l'encourage ?» Ils restèrent silencieux un moment, écoutant la respiration paisible de leurs 3 enfants. Au loin, un chien aboyait de temps en temps, répondant à un autre chien plus lointain encore. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres qui bordèrent le pré. « Pierre !»« Oui ? Tu crois qu'on a eu raison de les emmener ? Parfois, j'ai l'impression qu'on impose nos choix aux enfants sans vraiment leur demander leur avis. » Pierre réfléchit longuement avant de répondre. C'était une question qu'il était posée lui-même, surtout en voyant la mine peu enthousiaste de Julien les derniers jours. Je crois qu'il y a des expériences qu'on ne peut pas comprendre avant de les vivre, et que parfois, c'est le rôle des parents de prendre des décisions pour leurs enfants, même si ces décisions ne plaisent pas sur le moment. Tu penses qu'ils nous remercieront plus tard ? Je pense qu'ils se souviendront de ces jours toute leur vie, et que même si certains souvenirs seront difficiles, la fatigue, les difficultés, ils se souviendront aussi de tout le reste. De cette complicité entre nous, de ces rencontres, de cette impression d'avoir accompli quelque chose d'important ensemble. Marie-Claire serra la main de son mari, réconfortée par sa sagesse tranquille. Elle ferma les yeux et laissa le sommeil l'envahir progressivement, bercée par le sentiment d'avoir pris la bonne décision. Les 3 jours suivants confirmèrent l'intuition de Pierre. Malgré les difficultés inévitables, quelques ampoules, des moments de découragement, des disputes passagères entre les enfants, la famille trouvait son rythme,
ses habitudes, ses petits bonheurs quotidiens. Julien S. était révélé un excellent grand frère, portant parfois le sac de Céline quand elle fatiguait trop, racontant des histoires pour la distraire pendant les portions les plus difficiles. Émilie tenait un véritable journal de bord illustré qui faisait l'admiration des autres familles. Céline, malgré sa petite taille, montrait une résistance surprenante et une capacité d'émerveillement qui contaminait tout le groupe. Le soir du 10 août, ils campèrent près d'une petite chapelle romane perdue au milieu des champs. Le père Bertrand y célébra une messe simple et émouvante à la lueur des bougies. Dans cette atmosphère de recueillement que seuls savent créer les lieux chargés de prières séculaires. « Demain, nous serons près de la forêt de Gramat », annonça-t-il après l'office. « C'est l'une des étapes les plus belles de notre parcours, mais aussi l'une des plus exigeantes physiquement. Nous ferons une halte prolongée pour permettre à chacun de récupérer avant les derniers kilomètres vers Rocamadour. » Marie-Claire sentit un frisson d'anticipation la parcourir. Demain, ils entreraient dans la dernière ligne droite de leur voyage. Dans 4 jours, ils seraient agenouillés devant la Vierge Noire, accomplissant enfin cette promesse faite à grand-mère Marguerite. Cette nuit-là, elle rêva de sa grand-mère. Marguerite lui souriait, debout au sommet de la falaise de Rocamadour, les bras ouverts, dans un geste d'accueil et de bénédiction. Dans son rêve, Marie-Claire gravissait les marches sacrées, portant Céline dans ses bras, suivie par Pierre, Julien et Émilie. Chaque marche les rapprochait de la lumière dorée qui auréolait la silhouette de Marguerite. Elle se réveilla avec une sensation de paix profonde, comme si ce rêve était un présage heureux pour la suite de leur voyage. Le matin du 11 août se leva dans une brume légère qui donnait au paysage des allures de conte de fées. Marie-Claire émergea de la tente en premier, comme à son habitude. Savourant ces quelques minutes de solitude matinale où le monde semblait encore endormi. L'air était frais, chargé de l'humidité de la rosée, et elle frissonna en sortant de la chaleur rassurante de son sac de couchage. Autour d'elle, le campement S éveillait progressivement. Quelques toussotements, des fermetures éclairs qu'on ouvre précautionneusement pour ne pas réveiller les voisins, le bruit familier des réchauds à gaz qu'on allume pour le café matinal. Madame Rousseau était déjà debout, peignant ses cheveux blancs avec des gestes lents et précis, le visage tourné vers l'est où le soleil commençait à percer la brume. « Bonjour, ma chère Marie-Claire » murmura-t-elle. « Bien dormi ?»« Comme un bébé. Et vous ? À mon âge, on dort moins, mais on observe davantage. J'ai vu passer des chevreuils vers 4 heures du matin. Ils venaient boire dans le ruisseau, là-bas. C'est était d'une beauté. Il faut parfois se lever tôt pour voir les merveilles que Dieu nous offre. » Marie-Claire sourit. Elle aimait ces conversations matinales avec Madame Rousseau, ces moments de sagesse partagée qui donnaient une dimension particulière à leur voyage. La vieille dame avait cette faculté rare de transformer les petits événements quotidiens en leçons de vie, sans jamais donner l'impression de faire la morale. Pierre émergea à son tour de la tente, les cheveux ébouriffés, l'air encore ensommeillé. Il salua Madame Rousseau d'un signe de tête et vint embrasser sa femme. Les enfants dorment encore, profondément. Céline a un bras passé autour de Pompon et l'autre autour de Émilie. Julien ronfle doucement. Je n'ai pas eu le cœur de les réveiller. Laissons-les encore un peu. Aujourd'hui sera une journée difficile. Le père Bertrand avait en effet prévenu que l'étape du jour serait la plus exigeante physiquement. Il devait traverser une portion de la forêt de Gramat, avec des dénivelés importants et peu de points d'eau. Il avait insisté pour que chacun vérifie ses réserves et se prépare à un effort soutenu. Peu à peu, les enfants émergèrent des tentes, certains de bonne humeur, d'autres grognons et difficiles à motiver. Céline fut l'une des dernières à se lever, réclamant encore 5 minutes d'une petite voix endormie qui faisait fondre le cœur de Marie-Claire. Le petit déjeuner fut pris en commun, comme chaque matin,
Pain, confiture, café au lait pour les enfants, conversation tranquille ponctuée de rires et de plaisanteries. L'atmosphère était détendue, familiale, imprégnée de cette complicité qui s'était créée naturellement entre les familles au fil des jours. Julien participait maintenant pleinement à la vie du groupe. Il avait noué des liens d'amitié avec deux autres adolescents, Thomas et Mathieu, fils de famille de Brive. Ensemble, ils formaient une petite bande solidaire qui aidait spontanément les plus jeunes, portait les sacs les plus lourds et animait les soirées avec des chansons et des blagues qui faisaient rire tout le monde. Émilie avait trouvé en Sophie une fillette de 11 ans aux longues tresses blondes, une âme sœur avec qui partager sa passion pour le dessin. Elles passaient leurs pauses à croquer ensemble, se donnant mutuellement des conseils, créant cette complicité particulière des enfants qui découvrent qu'ils partagent la même passion. Céline, malgré son jeune âge, était devenue la mascotte du groupe. Sa spontanéité, ses réflexions naïves mais profondes, sa façon de s'émerveiller de tout, touchaient profondément les adultes. Plusieurs couples sans enfants l'avaient adoptée officieusement, l'aidant, la distrayant, la portant parfois quand ses petites jambes ne suivaient plus. Vers 9 heures, le groupe se mit en route. Le père Bertrand avait étudié la carte avec attention et choisi un itinéraire qui évitait les portions les plus difficiles tout en permettant de découvrir les plus beaux paysages de la région. Ils commencèrent par longer un ruisseau aux eaux cristallines où les enfants eurent le droit de tremper leurs pieds et de faire quelques ricochets. « Regardez !» dit Émilie en montrant un martin-pêcheur qui filait au ras de l'eau dans un éclair bleu et orange. « Mais il va si vite qu'on dirait un bijou qui vole. » Marie-Claire sourit de cette comparaison poétique. Sa fille avait cette capacité à voir la beauté partout, à transformer le quotidien en poésie avec des mots simples et justes. Elle tenait probablement cela de sa grand-mère Marguerite, qui avait elle aussi cette sensibilité particulière aux merveilles du monde. La matinée se déroula dans une ambiance sereine. Le sentier serpentait à travers des prairies parsemées de fleurs sauvages, longeait des murets de pierres sèches, témoins d'un passé agricole révolu, traversait de petits hameaux endormis où quelques habitants sortaient sur le pas de leur porte pour saluer les pèlerins. Dans l'un de ces villages, une vieille femme aux mains déformées par l'arthrite leur offrit de l'eau fraîche tirée de son puits. Elle ne parlait que le dialecte local. Mais ses gestes parlaient pour elle. Cette hospitalité simple, cette générosité naturelle qui caractérise les gens de cette région habitués depuis des siècles au passage des pèlerins. « Merci, madame », dit Céline en faisant une petite révérence qui arracha un sourire édenté à la vieille femme. « Brava, piccola », répondit-elle dans un mélange de français et d'occitan qui fit rire les enfants. Vers midi, ils atteignirent l'orée de la forêt de Grammate. Le père Bertrand rassembla le groupe pour faire le point. « Nous allons maintenant entrer dans la partie la plus exigeante de notre journée », expliqua-t-il en montrant la carte. La forêt S étend sur plusieurs kilomètres, avec des montées et des descentes assez raides. Il y a peu de points d'eau, alors ménagez vos réserves. Nous ferons une pause déjeuner dans une clairière, à mi-parcours, puis nous continuerons jusqu'au campement prévu pour ce soir. Il marqua une pause, observant les visages fatigués de certains membres du groupe. Si quelqu'un se sent en difficulté, n'hésitez pas à le signaler. Nous ne sommes pas pressés. L'important est d'arriver tous ensemble, en bonne santé. L'entrée dans la forêt provoqua un changement d'ambiance saisissant. La température chuta de plusieurs degrés, l'air devint plus humide, chargé de l'odeur mousse et de humus. Les conversations se firent plus rares, comme si l'atmosphère mystérieuse des grands arbres invitait au recueillement. Céline marchait maintenant entre ses parents, tenant la main de sa mère d'un côté et celle de son père de l'autre. Elle levait la tête vers la voûte verte qui filtrait la lumière du soleil, créant un jeu d'ombre et de lumière qui transformait le sentier en cathédrale naturelle. « On dirait « elle, église ». « Mais en verre », murmura-t-elle. Et Marie-Claire sentit son cœur se serrer devant cette comparaison si juste. Julien ouvrait la marche avec ses amis.
vérifiant régulièrement que le groupe suivait bien, portant parfois le sac de Émilie quand le sentier devenait trop pentu. Il avait pris son rôle de grand frère très au sérieux et montrait une maturité qui surprenait et ravissait ses parents. La pause déjeuner dans la clairière fut un moment magique. Entouré de grands chênes centenaires, assis sur des troncs d'arbres recouverts de mousse, les pèlerins partagèrent leur repas dans une atmosphère presque mystique. Les enfants découvrirent des champignons aux formes étranges, des insectes colorés, des traces d'animaux dans la terre humide. Sophie et Émilie dessinèrent ensemble un écureuil qui les observait du haut d'un chêne, immobile comme une statue de fourrure rousse. Thomas ramassa des châtaignes précoces qu'il distribua aux plus jeunes. Mathieu raconta une légende locale sur les corrigans de la forêt qui égaraient les voyageurs imprudents. « Heureusement qu'on a le père Bertrand », dit Céline en se serrant contre sa mère. « Les corrigans n'osent pas embêter les pèlerins, n'est-ce pas, maman ?»« Non, ma chérie, nous sommes protégés. » L'après-midi apporta les premières vraies difficultés. Le sentier devenait plus raide, plus étroit, parfois encombré de racines et de pierres qui rendaient la progression difficile. Plusieurs personnes glissèrent, sans gravité heureusement, mais l'atmosphère se tendit légèrement. Céline commença à se plaindre vers 15 heures. Ses petites jambes peinaient sur les montées et elle réclamait des pauses de plus en plus fréquentes. Pierre finit par la porter sur ses épaules, malgré le poids de son propre sac à dos. « Papa, tu es le plus fort du monde », dit-elle en caressant les cheveux de son père, et Pierre sentit toute sa fatigue s'envoler d'un coup. Émilie, elle, tenait bon, mais son visage était rouge d'effort et sa respiration un peu courte. Julien vint lui prendre la main pour l'aider dans les montées les plus raides, et ils formèrent tous les deux une équipe touchante de complicité fraternelle. Vers 17 heures, ils atteignirent enfin la sortie de la forêt. Le paysage s'ouvrit d'un coup sur une vaste vallée verdoyante, parsemée de fermes isolées et de petites rivières scintillantes. Au loin, on devinait les contours bleutés des collines qui annonçaient l'approche de Rocamadour. « Regardez !» dit le père Bertrand, en montrant l'horizon. « Demain, nous entrerons dans la dernière étape de notre voyage. Dans 3 jours, nous serons au pied de la falaise sainte. » Un murmure d'émotion parcourut le groupe. Après 5 jours de marche, l'objectif devenait tangible, visible, presque à portée de main. Marie-Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Bientôt, elle pourrait accomplir sa promesse, se recueillir devant la Vierge Noire, porter les prières de sa famille et de tous ceux qui l'avaient précédée sur ce chemin. Le campement prévu pour cette nuit-là était situé dans un grand pré en bordure de la forêt, un endroit utilisé par les pèlerins depuis des générations. Il y avait un point d'eau, des sanitaires rudimentaires mais propres, et même quelques tables de bois pour les repas. L'installation des tentes se fit dans une atmosphère détendue. La fatigue de la journée était compensée par la satisfaction du devoir accompli, par cette fierté discrète d'avoir surmonté ensemble les difficultés du parcours. Marie-Claire aida Pierre à monter leur tente à l'écart du groupe principal, sous quelques arbres qui leur offriraient un peu d'intimité et de fraîcheur. Les enfants participèrent avec enthousiasme, chacun ayant maintenant ses habitudes, ses responsabilités dans cette organisation familiale temporaire. « Demain, on sera encore plus près de la Dame Noire ?» demanda Céline, en défaisant son petit sac à dos rose. « Oui, ma chérie. Chaque jour nous rapproche d'elle. Et elle nous attend ?» Marie-Claire hésita une seconde, touchée par cette question si directe, si confiante. Comment expliquer à une enfant de 8 ans cette présence mystérieuse, cette communion invisible entre les générations de fidèles qui se succèdent sur les mêmes chemins depuis des siècles? Oui, ma petite, elle nous attend depuis toujours. Le repas du soir fut particulièrement chaleureux. Plusieurs familles avaient mis en commun leurs provisions pour préparer une soupe épaisse aux légumes qui réchauffa les corps et les cœurs. Les conversations tournaient autour des souvenirs de la journée, des difficultés surmontées, des beautés découvertes. Madame Rousseau raconta comment, lors de son premier pèlerinage, 40 ans plus tôt, L.S. était perdue dans cette même forêt avec son mari,
Ils avaient erré pendant 3 heures avant qu'un chasseur ne les remette sur le bon chemin. Nous étions morts de peur, dit-elle en riant, mais finalement, un de ces 3 heures d'égarement nous ont permis de découvrir une chapelle abandonnée magnifique, cachée au cœur de la forêt. Parfois, les détours nous mènent vers des trésors inattendus. Thomas, Mathieu et Julien organisèrent une petite veillée avec des chansons traditionnelles. Leurs voix adolescentes, encore un peu incertaines mais pleines d'émotion, donnèrent une dimension particulière à ces chants que leurs parents connaissaient depuis l'enfance. Émilie et Sophie présentèrent leurs dessins de la journée, véritable chronique visuelle de leur voyage. Les adultes s'extasièrent devant ces regards d'enfants qui saisissaient des détails échappant souvent aux yeux des grands, la forme particulière d'un nuage, l'expression d'un animal croisé sur le chemin, la couleur changeante de la lumière à travers les feuilles. Céline, épuisée par sa journée, et s'endormit contre l'épaule de son père pendant qu'il chantait une berceuse de son enfance. Pierre la porta jusqu'à la tente, suivie par Marie-Claire, qui sentait elle aussi la fatigue l'envahir progressivement. « Elle a été courageuse aujourd'hui », murmura Pierre en bordant sa fille cadette. « Ils ont tous été courageux, je suis fier d'eux. Et moi, je suis fier de toi. C'était ton idée, ce pèlerinage. Tu avais raison. » Marie-Claire sourit dans l'obscurité. Ces mots de Pierre la touchaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Depuis des mois, elle s'était demandé si elle n'imposait pas ses convictions religieuses à sa famille, si elle n'entraînait pas ses enfants dans une aventure trop difficile pour eux. Julien et Émilie entrèrent à leur tour dans la tente, parlant à voix basse pour ne pas réveiller Céline. Ils racontèrent leur journée, leurs découvertes, leurs nouvelles amitiés. Dans l'obscurité protectrice de la tente familiale, ces conversations chuchotées créaient une intimité particulière, différente de celle de la maison. « Maman, » dit Émilie, « Sophie m'a raconté que sa grand-mère a fait ce pèlerinage 12 fois. 12 fois, tu te rends compte? C'est beaucoup, en effet. Elle dit que chaque fois, c'est différent, qu'on ne découvre pas les mêmes choses, qu'on ne ressent pas les mêmes émotions. Ta grand-mère, Marguerite, disait quelque chose de semblable. Elle prétendait qu'on ne va jamais vraiment au même endroit, parce qu'on n'est jamais vraiment la même personne. » Julien, qui écoutait en silence, intervint soudain. « Moi, j'aimerais bien revenir dans quelques années, mais avec mes enfants. » Marie-Claire sentit son cœur se serrer d'émotion. Son fils adolescent, si difficile parfois, si prompte à critiquer tout ce qui venait des adultes, parlait déjà de transmettre à son tour cette expérience. « Tu seras un bon père, » murmura-t-elle. « Comment tu peux le savoir? Parce que tu prends soin de tes sœurs, parce que tu aides spontanément ceux qui en ont besoin, parce que tu as un cœur généreux, même si tu n'aimes pas qu'on le remarque. » Julien ne répondit pas, mais Marie-Claire sentit qu'il souriait dans l'obscurité. Le sommeil les gagna progressivement, bercés par les bruits de la nuit campagnarde et par cette sensation de sécurité que procure la fatigue d'une journée bien remplie. Au loin, un hibou ululait de temps en temps, répondant à d'autres appels nocturnes qui se perdaient dans l'immensité de la forêt proche. Marie-Claire fut la dernière à s'endormir, écoutant la respiration paisible de sa famille, savourant ces moments de bonheur simple qui justifient à eux seuls tous les efforts consentis. Demain serait un jour nouveau, avec ses difficultés et ses joies, mais cette nuit-là, tout était parfait. Elle ne se doutait pas que ce serait leur dernière nuit tous ensemble sous la tente familiale orange et bleue. Elle ne pouvait pas imaginer que dans quelques heures, leur vie basculerait dans un cauchemar dont ils ne reviendraient jamais. Au petit matin du 12 août, ce fut le père Bertrand qui donna l'alerte. Comme chaque jour, il faisait le tour du campement vers 6 heures, vérifiant que tout allait bien, s'assurant qu'aucun pèlerin n'avait de problème de santé ou de matériel. La tente des Dubois était silencieuse, ce qui ne l'inquiéta pas dans un premier temps. Avec la fatigue de la veille, il était normal que la famille récupère un peu plus longtemps. Mais quand 7 heures sonnèrent au clocher d'un village voisin et que toujours aucun signe de vie ne venait de leur emplacement, il commença à s'interroger. « Marie-Claire, Pierre » appela-t-il doucement près de la tente.
Il va bientôt être l'heure du petit déjeuner. Aucune réponse. Il hésita, puis souleva délicatement un pan de la toile. La tente était vide. Les sacs de couchage étaient soigneusement rangés, pliés avec un soin méticuleux qui ne correspondait pas à un départ précipité. Les affaires personnelles étaient là. Vêtements, produits d'hygiène, documents d'identité, argent. Les sacs à dos étaient posés dans un coin, comme si la famille avait eu l'intention de revenir les chercher. Le père Bertrand sentit une inquiétude sourde lui serrer l'estomac. En 16 années d'organisation de pèlerinage, il n'avait jamais vécu pareille situation. Il appela plus fort, pensant que peut-être les Dubois étaient allés se promener ou étaient partis chercher de l'eau. « Pierre, Marie-Claire, Julien !» Sa voix porta loin dans l'air matinal, réveillant d'autres campeurs qui sortirent de leur tente, intrigués par cette agitation inhabituelle. Madame Rousseau fut la première à le rejoindre, encore en robe de chambre, les cheveux défaits. « Que se passe-t-il, mon père? La famille Dubois, ils ne sont plus dans leur tente. Leurs affaires sont là, mais eux ont disparu. » Le mot « disparu » eut l'effet d'une onde de choc. En quelques minutes, tout le campement fut sur pied. Chacun fouilla ses souvenirs de la nuit précédente. Quelqu'un avait-il entendu quelque chose, vu quelque chose d'inhabituel? Thomas se souvenait vaguement d'avoir entendu des voix vers 3 heures du matin, mais il avait pensé que C était un autre campement de pèlerins qui passait sur la route proche. Mathieu avait remarqué une lampe de poche qui bougeait près de la lisière de la forêt vers 4 heures, mais il était rendormi sans y accorder d'importance. Les recherches s'organisèrent spontanément. Les hommes partirent explorer les sentiers environnants, la forêt proche, les bâtiments agricoles abandonnés qu'ils avaient repérés la veille. Les femmes restèrent au campement pour s'occuper des enfants et au cas où les Dubois reviendraient. Le père Bertrand prit la décision d'alerter les autorités après 2 heures de recherches infructueuses. La gendarmerie de Gramat arriva vers 11 heures, avec des chiens et du matériel de recherche. L'efficacité des gendarmes rassura un peu le groupe, mais l'angoisse montait à mesure que les heures passaient sans nouvelles. Les enfants du groupe, Thomas, Mathieu, Sophie et les autres, étaient bouleversés. Julien était devenu leur ami, Émilie leur petite protégée artistique, Céline leur mascotte adorée. L'idée qu'il ait pu leur arriver quelque chose dépassait leur entendement. « Ils vont revenir, n'est-ce pas ?» demandait Sophie à sa mère, les yeux rouges de larmes contenues. « Bien sûr, ma chérie. Ils se sont peut-être perdus. Ou alors, ils ont eu un problème, et ils cherchent de l'aide. » Mais au fond d'elle-même, Madame Lemoine n'y croyait pas. Une famille entière ne disparaît pas ainsi, sans laisser de traces. Surtout pas une famille comme les Dubois, si unie, si responsable. Les gendarmes interrogèrent minutieusement tous les pèlerins. Chacun raconta sa soirée. Ses souvenirs, les dernières images qu'il gardait de la famille. Marie-Claire bordant Céline, Pierre chantant une berceuse, Julien aidant à débarrasser après le repas, Émilie montrant ses dessins à Madame Rousseau. Des images de bonheur familial qui prenaient maintenant une dimension tragique, comme des instantanés d'un paradis perdu. Le brigadier-chef Moreau, un homme dans la cinquantaine aux yeux fatigués qui avait l'habitude des disparitions en montagne, ne cachait pas son perplexité. « Ce qui m'étonne, dit-il au père Bertrand, c'est cette absence totale de traces. Même s'ils étaient de partis de leur plein gré, on devrait trouver des empreintes, des indices de leur passage. Et puis, pourquoi laisser toutes leurs affaires? Vous pensez qu'ils ont été enlevés ?» Le gendarme hésita. Le mot était lourd, chargé d'implications terrifiantes. C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Mais pour l'instant, nous explorons toutes les pistes. L'après-midi apporta un maigre élément nouveau. Un agriculteur qui travaillait ses champs à 3 kilomètres du campement se présenta spontanément à la gendarmerie. Il avait entendu parler de la disparition par la radio locale et se souvenait d'un détail qui l'avait intrigué. Vers 4 heures du matin, expliqua-t-il, j'ai vu un fourgon blanc garé sur la route départementale, moteur allumé, portières arrière ouvertes. Ça m'a paru bizarre à cette heure-là, mais je me suis dit que C
étaient peut-être des chasseurs qui préparaient leur matériel. Vous avez vu des personnes? Non, personne. Le véhicule était vide, ou du moins, j'ai pas vu de silhouette. J'ai continué mon travail, et quand j'ai repassé par là, 1 heure plus tard, il était parti. Ce témoignage, bien que flou, donnait une première piste aux enquêteurs. Un fourgon blanc, dans cette région peu fréquentée, à 1 heure aussi matinale, cela méritait d'être creusé. Mais les recherches du véhicule ne donnèrent rien. Aucun garage de la région n'avait signalé de réparation ou d'entretien récent sur un fourgon correspondant à la description. Aucune location, aucun vol déclaré. Les jours passèrent sans apporter de nouvelles informations. L'enquête S étendit à toute la région, puis au niveau national. Les journaux s'emparèrent de l'affaire, publiant les photos des 5 disparus, lançant des appels à témoins. Les familles Dubois de Limoges, les parents et les frères et sœurs de Pierre et Marie-Claire s'installèrent dans un hôtel de Gramat pour suivre les recherches au plus près. L'angoisse, l'incompréhension, la colère se succédaient dans leur cœur meurtri. Comment est-ce possible? Répétait sans cesse la mère de Marie-Claire, une femme digne aux cheveux gris qui avait toujours été le pilier moral de sa famille. Ou une famille entière qui disparaît comme ça, sans explication. Les grands-parents de Julien, Émilie et Céline étaient effondrés. Ces 3 enfants représentaient leur fierté, leur espoir, leur prolongement dans l'avenir. L'idée qu'ils puissent souffrir quelque part, qu'ils aient peur, qu'ils appellent leurs grands-parents sans être entendus, était insoutenable. Le père Bertrand, rongé par la culpabilité, se reprochait d'avoir choisi ce campement, d'avoir organisé le voyage, d'avoir encouragé la famille à participer. Il célébrait chaque jour des messes pour les disparus, mais sa foi elle-même vacillait devant cette épreuve incompréhensible. Madame Rousseau, avec sa sagesse de femme âgée qui a traversé bien des drames, essayait de réconforter tout le monde. Mais elle aussi se posait 1000 questions. Comment avait-elle pu dormir si profondément qu'elle n'avait rien entendu? Comment la famille avait-elle pu quitter sa tente sans réveiller personne, dans un campement où les toiles étaient si proches les unes des autres? Les autres familles de pèlerins étaient rentrées chez elles, traumatisées par cette expérience qui avait transformé leur voyage spirituel en cauchemar. Certaines continuèrent jusqu'à Rocamadour pour prier pour les disparus. D'autres préférèrent écourter leur séjour, incapables de poursuivre dans ces conditions. Thomas, Mathieu et Sophie ne parvenaient pas à accepter la disparition de leurs amis. Ils organisèrent dans leurs villes respectives des collectes pour aider aux recherches, distribuèrent des tracts, sensibilisèrent leurs camarades des écoles à cette tragédie qui les touchait personnellement. 2 semaines après la disparition, l'enquête piétinait. Malgré les moyens considérables déployés, hélicoptères, chiens de recherche, plongeurs pour explorer les points d'eau, spéléologues pour fouiller les grottes de la région, aucune trace des Dubois n'avait été retrouvée. Les enquêteurs explorèrent toutes les pistes possibles. Avaient-ils des dettes cachées, des ennemis? Étaient-ils impliqués dans des activités suspectes? Toutes les vérifications aboutirent au même constat. Les Dubois étaient une famille ordinaire, sans histoire, sans secrets apparents. Pierre travaillait comme contremaître dans une entreprise de BTP. Avait une réputation irréprochable auprès de ses collègues et de sa hiérarchie. Marie-Claire était secrétaire dans une école primaire, appréciée de tous pour sa gentillesse et sa discrétion. Les enfants étaient de bons élèves, sans problème particulier. Rien, absolument rien, ne permettait d'expliquer leur disparition. Les mois qui suivirent furent un calvaire pour les familles. L'espoir et le désespoir alternaient au rythme des fausses pistes et des témoignages qui ne menaient nulle part. Chaque appel téléphonique de la gendarmerie faisait battre les cœurs plus fort. Chaque silence prolongé des enquêteurs creusait un peu plus le gouffre de l'angoisse. Marguerite Dubois, la mère de Pierre, avait pris l'habitude de se lever chaque matin en se disant que ce serait peut-être le jour où elle aurait des nouvelles. Elle préparait le café comme si son fils allait arriver d'un moment à l'autre avec sa petite famille.
Elle gardait toujours des provisions supplémentaires au cas où ils reviendraient affamés de leur mystérieux voyage. Cette espérance qui refusait de mourir était à la fois sa force et son poison. Elle lui permettait de tenir, de continuer à vivre, mais elle l'empêchait aussi de faire son deuil et d'accepter la réalité probable. Jacqueline Moreau, la mère de Marie-Claire, avait choisi une approche différente. Elle était jetée corps et âme dans les recherches, contactant tous les journalistes possibles, organisant des battues de bénévoles, harcelant les autorités pour qu'elles n'abandonnent pas l'enquête. Son salon était devenu un véritable quartier général où s'entassaient les photos, les cartes, les témoignages, les coupures de presse. Elle avait créé une association pour les familles de disparus, écrivait aux ministres, aux députés, à tous ceux qui pouvaient avoir une influence. Tant qu'on n'a pas retrouvé leur corps, répétait-elle avec une détermination farouche, ils sont vivants quelque part. Et s'ils sont vivants, on peut encore les sauver. Les grands-parents paternels et maternels des 3 enfants étaient rapprochés dans l'épreuve, dépassant les petites rivalités familiales habituelles pour s'entraider et se soutenir mutuellement. Ils se retrouvaient régulièrement pour partager leurs souvenirs, leurs angoisses, leurs maigres espoirs. Grand-père Henri, le père de Marie-Claire, un homme habituellement jovial et optimiste, était devenu taciturne. Il passait des heures dans son jardin à bêcher rageusement la terre, comme s'il pouvait y enfouir sa douleur. Parfois, sa femme le surprenait en train de pleurer devant les photos de ses petits-enfants, et ces larmes silencieuses, d'un homme qui n'avait jamais pleuré de sa vie, étaient plus déchirantes que tous les cris. La première année fut la plus difficile. Chaque saison apportait ses souvenirs douloureux. L'automne, quand Julien aurait dû faire sa rentrée en première, Émilie en 5e et Céline en CE2. Noël, avec ses cadeaux achetés par habitude et qui restèrent sous le sapin jusqu'à ce qu'on se décide finalement à les distribuer à des œuvres caritatives. L'été suivant, quand revinrent les premiers pèlerinages vers Rocamadour, les enquêteurs n'abandonnaient pas, mais leurs recherches se faisaient plus espacées, plus ciblées. L'affaire était passée du statut d'enquête prioritaire à celui de dossier suivi, puis de cold case qu'on ressortait de temps en temps quand un nouveau témoignage arrivait ou quand une affaire similaire survenait ailleurs. Le brigadier-chef Moreau, qui avait pris l'affaire à cœur, continuait ses investigations sur son temps libre. Il avait développé plusieurs théories qu'il vérifiait méthodiquement, sans jamais aboutir à des preuves concrètes. Sa théorie principale était celle de l'enlèvement par une secte. Dans les années 80, plusieurs groupes religieux radicaux opéraient dans la région, attirant les familles en difficulté par des promesses de spiritualité et de vie communautaire. Mais les vérifications auprès de ces groupes n'avaient rien donné. Sa seconde hypothèse était celle du trafic d'organes, phénomène encore peu connu du grand public, mais qui commençait à préoccuper les services de police. Une famille entière représentait une marchandise considérable pour des réseaux sans scrupules. Mais là encore, aucune preuve, aucun témoignage crédible ne venait étayer cette piste. 5 ans après la disparition, en 1992, l'affaire fut officiellement classée sans suite. Cette décision administrative brisa quelque chose dans le cœur des familles. Tant que l'enquête était active, ils gardaient l'espoir qu'un jour la vérité éclaterait. Le classement ressemblait à un abandon, à un renoncement qui les révoltait. Comment peut-on abandonner ainsi ? S'insurgeait Jacqueline Moreau lors d'une manifestation devant la préfecture. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Ils ne sont pas des statistiques qu'on peut oublier dans un tiroir. Mais la réalité administrative était implacable. Sans éléments nouveaux, sans pistes crédibles, l'État ne pouvait pas mobiliser indéfiniment des moyens considérables pour une affaire qui semblait dans l'impasse. Les familles continuèrent leurs recherches privées. Elles engagèrent des détectives, financèrent des campagnes d'affichage, créèrent un site Internet dès que cette technologie se démocratisa. Chaque année, le 11 août, elles organisaient une marche silencieuse de Brive-la-Gaillarde vers le lieu de la disparition. Ces marches étaient poignantes. Une 50aine de personnes généralement, familles, amis,
voisins, mais aussi parfois des inconnus touchés par l'histoire, parcouraient en silence les derniers kilomètres effectués par les Dubois. Arrivés sur le site de l'ancien campement, ils allumaient des bougies, déposaient des fleurs, se recueillaient quelques minutes. Madame Rousseau, malgré son grand âge, participait chaque année à cette commémoration. Elle était devenue la mémoire vivante de ces derniers jours heureux, la seule à pouvoir encore raconter les sourires de Céline, les dessins de Émilie, la gentillesse de Julien, l'amour évident qui unissait Pierre et Marie-Claire. « Je les vois encore », disait-elle aux journalistes qui couvraient parfois les événements. Marie-Claire avec sa façon de border Céline comme si elle protégeait un trésor, Pierre portant sa fille sur ses épaules malgré la fatigue. Julien devenu un grand frère, responsable. Émilie avec ses yeux qui s'émerveillaient de tout. C était une famille heureuse, aimante. Comprendre ce qui leur est arrivé, c'est important pour tous ceux qui croient encore aux valeurs familiales. Le père Bertrand, lui, avait cessé d'organiser des pèlerinages après la disparition. La culpabilité l'avait rongé pendant des années, malgré le soutien de sa hiérarchie et de ses paroissiens, qui ne lui reprochaient rien. Ilès était consacré à l'aide aux familles de disparus, créant une association aide, écoute et de soutien qui aidait d'autres familles confrontées au même cauchemar. Dieu permet parfois des épreuves que nous ne comprenons pas, disait-il lors de ses homélies. Notre foi ne consiste pas à comprendre, mais à continuer d'aimer malgré l'incompréhension, à espérer malgré le silence, à croire que quelque part, d'une façon qui nous échappe, il y a un sens à tout cela. Ces paroles apaisaient certains fidèles, mais en révoltaient d'autres. Comment un Dieu d'amour pouvait-il permettre qu'une famille entière disparaisse ainsi, sans explication, sans possibilité de deuil pour les proches? Les enfants du groupe de pèlerinage grandirent avec ce traumatisme. Thomas devint gendarme, peut-être inconsciemment motivé par le désir de comprendre ce qui était arrivé à son ami Julien. Mathieu choisit le journalisme et consacra plusieurs reportages aux disparitions inexpliquées. Sophie continua à dessiner, mais ses œuvres gardèrent toujours quelque chose de mélancolique, comme si la disparition de Émilie avait assombri à jamais sa vision du monde. Ils se retrouvaient parfois, ces anciens enfants devenus adultes, pour évoquer leurs souvenirs. Ils avaient tous gardé une image très précise de cette semaine de pèlerinage, de cette amitié naissante brutalement interrompue, de ce basculement entre le bonheur et l'horreur qui avait marqué leur passage à l'âge adulte. « On était innocents avant », disait Sophie lors d'une de ces rencontres. On croyait que les familles heureuses restaient toujours heureuses, que les parents protégeaient toujours leurs enfants, que les méchants n'existaient que dans les histoires. Cette nuit-là, on a découvert que le monde pouvait être cruel et incompréhensible. Les années 2000 apportèrent de nouveaux outils d'investigation. L'ADN, l'informatique, les bases de données nationales permirent de rouvrir certaines affaires anciennes. Le dossier Dubois fut ressorti à plusieurs reprises, analysé avec les nouvelles techniques, croisé avec d'autres affaires similaires. Mais là encore, rien. Pas la moindre trace biologique, pas le moindre élément matériel qui aurait pu relancer l'enquête. Était comme si la famille avait été aspirée par le néant, effacée de la surface de la Terre sans laisser la moindre empreinte. En 2010, l'affaire connut un regain d'intérêt grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Des blogs de passionnés d'affaires criminelles reprirent l'histoire, analysèrent les témoignages, proposèrent de nouvelles théories. Des forums se créèrent où échangeaient hypothèses et témoignages. Cette médiatisation nouvelle apporta quelques témoignages inédits, mais aucun ne se révéla exploitable. Un routier pensait avoir vu un fourgon blanc suspect près de Cahors cette nuit-là, mais il n'était plus sûr de la date. Une ancienne employée d'une station-service évoquait une famille qui lui avait paru bizarre, mais sa description ne correspondait pas aux Dubois. Les familles accueillirent cette attention renouvelée avec des sentiments mélangés. D'un côté, elles étaient heureuses que l'affaire ne soit pas oubliée, que de nouvelles personnes s'y intéressent et puissent peut-être apporter, elles, éléments décisifs.
De l'autre, elles souffraient de voir leur drame transformé en objet de curiosité morbide par certains internautes en quête de sensations fortes. Jacqueline Moreau, devenue la porte-parole officieuse de la famille, accordait régulièrement des interviews à la presse ou à la télévision. À 75 ans, elle gardait une énergie remarquable et une détermination intacte. « Tant que je vivrai, répétait-elle, je chercherai la vérité. Mes petits-enfants méritent qu'on sache ce qui leur est arrivé. Marie-Claire et Pierre méritent que justice soit rendue. Et tous ceux qui vivent le même calvaire que nous méritent qu'on ne renonce jamais. » Elle avait transformé sa maison en véritable musée familial. Chaque pièce contenait des photos, des objets, des souvenirs des disparus. La chambre de Marie-Claire était restée intacte, comme si elle allait revenir d'un moment à l'autre. Les jouets de Céline étaient soigneusement rangés dans des boîtes transparentes. Les livres de Julien attendaient sur ses étagères. Les dessins d'Émilie étaient encadrés et accrochés dans tout l'appartement. Cette conservation obsessionnelle inquiétait parfois son entourage. Mais elle était vitale pour Jacqueline. Était sa façon de maintenir vivante la mémoire de sa famille, de refuser l'oubli qui aurait été une seconde mort. En 2012, 25 ans après la disparition, une cérémonie commémorative fut organisée à Rocamadour même. L'idée était venue du nouveau curé de la basilique, un jeune prêtre qui avait été touché par l'histoire et voulait honorer la mémoire de cette famille qui n'avait jamais pu achever son pèlerinage. Plus de 200 personnes se déplacèrent pour cette cérémonie. Famille, amis, anciens pèlerins, mais aussi de parfaits inconnus qui avaient été touchés par l'affaire. Devant la statue de la Vierge Noire, une plaque fut dévoilée avec les noms des 5 disparus et cette inscription: à Pierre, Marie-Claire, Julien, Émilie et Céline Dubois, pèlerins éternels. Madame Rousseau, âgée de 90 ans et venue spécialement de Brive dans un fauteuil roulant, fondit en larmes devant cette plaque. Était la première fois depuis 25 ans qu'elle pleurait publiquement, et ses larmes libérèrent celles de toute l'assistance. « Ils sont enfin arrivés à destination », murmura-t-elle. « D'une certaine façon, ils sont enfin arrivés. » Cette cérémonie marqua un tournant pour beaucoup de proches. Sans renoncer à chercher la vérité, ils acceptèrent progressivement l'idée que leur bien-aimé avait de peut-être trouvé la paix ailleurs, d'une façon qu'ils ne comprendraient jamais. Marguerite Dubois mourut l'année suivante, en 2013, sans avoir jamais revu son fils et ses petits-enfants. Jusqu'à son dernier souffle, elle avait gardé espoir. Préparant chaque dimanche un repas familial au cas où il reviendrait, sa mort marqua symboliquement la fin de l'attente active et le début d'une acceptation douloureuse, mais nécessaire. Henri Moreau la suivit 6 mois plus tard, emporté par un cancer qu'il avait négligé de soigner, trop absorbé par les recherches de sa fille et de ses petits-enfants. Jacqueline se retrouva seule, dernière gardienne de la mémoire familiale, ultime témoin de l'amour qui avait uni cette famille disparue. Elle, été 2014, s'annonçait comme tous les autres étés depuis 27 ans. Les commémorations habituelles, les recherches qui continuaient au ralenti, l'espoir qui s'amenuisait, mais ne mourait jamais complètement. Jacqueline, maintenant âgée de 79 ans, sentait ses forces décliner mais n'envisageait pas de renoncer. C'est alors qu'un coup de téléphone de la gendarmerie de Gramat bouleversa tout. Madame Moreau, ici le capitaine Durand, de la gendarmerie de Gramat. Nous nous sommes déjà parlé au téléphone il y a quelques années. Jacqueline sentit son cœur s'accélérer. Depuis 27 ans, chaque appel de la gendarmerie déclenchait la même réaction physique. L'espoir et l'angoisse mélangés, l'impression que sa vie allait peut-être basculer. « Oui, capitaine, je me souviens de vous. Vous avez du nouveau, madame ? Je vous appelle parce qu'une découverte importante vient d'être faite. Je ne peux pas vous donner de détails au téléphone, mais il faudrait que vous vous rendiez disponible dans les prochains jours. Nous aurons probablement besoin de vous pour des identifications. » Le mot résonna dans le crâne de Jacqueline comme un coup de massue. Identification. Après 27 ans d'attente,
Le mot qu'elle avait espéré et redouté à la fois venait enfin d'être prononcé. « Vous les avez retrouvés ?» Sa voix était à peine audible. « Madame, je préfère vous expliquer tout cela de vive voix. Pouvez-vous venir à Gramat demain, amener des photos récentes de la famille, si vous en avez, et préparez-vous psychologiquement. Ce ne sera pas facile. » Jacqueline raccrocha, les mains tremblantes. Elle resta immobile plusieurs minutes, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Puis elle composa fébrilement le numéro de sa belle-sœur, de ses neveux, de tous ceux qui avaient partagé ces années d'attente et d'angoisse. Le lendemain matin, une petite délégation familiale prit la route de Gramat. Jacqueline, accompagnée de ses deux neveux et de la sœur de Pierre, roulait en silence vers cette vérité qu'ils avaient cherchée si longtemps. À la gendarmerie, le capitaine Durand les accueillit avec la gravité qui convenait à la situation. C était un homme dans la quarantaine, aux yeux compatissants, qui avait repris le dossier quelques années plus tôt et connaissait parfaitement tous les détails de l'affaire. « Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, » dit-il en les installant dans une salle de réunion. Hier matin, des ouvriers qui travaillaient sur élargissement d'une route départementale, près de la forêt de Gramat, ont découvert une structure souterraine, une sorte de bunker en béton, dissimulé sous plusieurs mètres de terre et de végétation. Il marqua une pause, observant les visages tendus de ses interlocuteurs. À l'intérieur de cette structure, nous avons trouvé des restes humains, des vêtements et divers objets personnels. Les premières analyses suggèrent fortement qu'il s'agit de votre famille. Jacqueline ferma les yeux, sentant le monde vaciller autour d'elle. Après 27 ans d'incertitude, la confirmation arrivait enfin, brutale et définitive. « Comment sont-ils morts ?» parvint-elle à articuler. « Nous l'ignorons encore. L'état des restes ne permet pas de déterminer les causes exactes du décès. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été maintenus vivants dans cette structure pendant une période indéterminée. Nous avons trouvé des traces d'occupation prolongée, des objets du quotidien et surtout... » Il hésita, visiblement gêné par ce qu'il allait révéler. « Nous avons trouvé un cahier, apparemment tenu par l'un des enfants, un journal de leur captivité. C'est très difficile à lire, mais cela nous donne des informations importantes sur ce qu'ils ont vécu. » La sœur de Pierre, Monique, une femme habituellement forte et maîtresse d'elle-même, fondit en larmes. « Mes neveux, mes pauvres petits-neveux, ils ont souffert ? Madame, nous pensons qu'ils ont été nourris, qu'on s'est occupé d'eux d'une certaine façon. Mais oui, ils ont probablement souffert, psychologiquement surtout. » Le capitaine sortit plusieurs objets emballés dans des sachets de plastique transparents. Une montre d'homme que Jacqueline reconnut immédiatement comme celle de Pierre. Un bracelet fantaisie que portait toujours Marie-Claire. Un petit sac à dos rose délavé qui avait appartenu à Céline. « Oh, Pompon !» murmura Jacqueline en voyant une peluche informe dans l'un des sachets, le doudou de Céline. Elle ne pouvait pas dormir sans Pompon. Cette vision du lapin en peluche, témoin muet de tant de nuits d'enfance heureuse et devenu compagnon d'une captivité atroce, acheva de briser le peu de sang-froid qui restait à l'assemblée familiale. « Qui a fait ça ?» demanda l'un des neveux, la voix déformée par la colère. « Qui a pu enfermer des enfants de cette façon ? Nous l'ignorons, c'est ce que nous essayons de déterminer. La structure a été construite probablement dans les années 1970 par quelqu'un qui avait des connaissances techniques sérieuses. Elle était parfaitement dissimulée, invisible de l'extérieur. Celui qui l'a construite l'avait manifestement préparée à l'avance. Vous pensez qu'il ciblait spécifiquement notre famille ? Pas nécessairement. Il attendait peut-être l'occasion, le bon moment. Votre famille était malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment. » Le capitaine ouvrit un dossier épais et en sortit des photocopies de pages manuscrites. Le cahier que nous avons trouvé contient des informations troublantes. L'enfant qui l'a tenu, nous pensons qu'il s'agit de Julien, d'après l'écriture, décrit la présence d'un homme qu'il appelle l'homme malade. Quelqu'un qui venait régulièrement,
qui leur apportait de la nourriture, mais qui semblait dérangé mentalement. Il est encore vivant? Vous allez l'arrêter? Nous n'avons aucun élément permettant de l'identifier. Pas de nom, pas de description physique précise. Julien était intelligent, il évitait manifestement de donner des informations trop précises, peut-être par peur des représailles. Jacqueline prit son courage à deux mains pour poser la question qui la hantait. « Je peux lire le cahier ?» Le capitaine hésita longuement. « Madame, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est très dur, très perturbant, et puis c'est une pièce à conviction. Nous ne pouvons pas vous le remettre. Mais je peux le consulter ici, sous votre surveillance. S'il vous plaît, capitaine. Pendant 27 ans, j'ai imaginé le pire. Maintenant, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de connaître leurs derniers moments. » Après une longue discussion avec ses supérieurs, le capitaine Durand accepta. Il installa Jacqueline dans un bureau isolé, avec les photocopies du cahier et une secrétaire pour l'assister en cas de malaise. La lecture fut un supplice. Dès les premières lignes, Jacqueline reconnut l'écriture de Julien. Cette écriture appliquée d'adolescent sérieux qu'elle avait vue sur tant de cartes d'anniversaire et de lettres de vacances. Jour 1. Nous sommes dans un endroit sombre et humide. Papa et maman nous disent de ne pas avoir peur, mais je vois bien qu'ils sont inquiets. Céline pleure beaucoup. Émilie dessine pour se distraire, mais elle n'a plus de couleur, juste un crayon noir. L'homme nous a dit qu'il nous libérerait bientôt si nous étions sages. Jour 5. L'homme est revenu avec de la nourriture, des conserves surtout. Il ne nous regarde pas en face et il parle tout seul. Papa a essayé de lui parler, de lui demander pourquoi il nous garde ici, mais l'homme est parti sans répondre. Maman prie beaucoup. Jour 12. Céline est malade. Elle a de la fièvre et elle vomit. Maman la soigne comme elle peut, mais nous n'avons rien. Papa a supplié l'homme de la laisser partir, au moins elle. Mais l'homme a crié qu'on devait tous rester ensemble, que était comme ça que Dieu le voulait. Jour 18. Émilie ne dessine plus. Elle reste dans son coin et elle ne parle presque plus. Céline va un peu mieux, mais elle ne joue plus. Elle serre Pompon contre elle et elle demande tout le temps quand on va rentrer à la maison. Papa et maman font semblant d'être forts, mais je vois bien qu'ils commencent à perdre espoir. Jour 25, l'homme a apporté une Bible et il nous force à prier avec lui. Il dit qu'on doit expier nos péchés, que Dieu nous teste. Papa lui a dit qu'on était juste des pèlerins, qu'on n'avait rien fait de mal, mais l'homme s'est mis en colère. Il a dit que tous les hommes étaient pécheurs et que les enfants devaient payer pour les fautes de leurs parents. Jour 30. Céline ne mange plus beaucoup. Elle a maigri et elle tremble souvent. Maman lui chante des berceuses pour l'endormir, mais même dans son sommeil, elle gémit. Je crois qu'elle fait des cauchemars. Nous en faisons tous. Jour 35. Papa a essayé de forcer la sortie cette nuit. Il a réussi à déplacer quelques pierres, mais l'homme est arrivé. Il était très en colère. Il a dit que si on recommençait, il nous punirait. Je ne sais pas ce qu'il entend par punir, mais ça fait peur. Jour 40. Émilie s'est évanouie ce matin. Elle ne mange plus beaucoup et elle a l'air très pâle. Maman dit qu'elle est juste fatiguée, mais je vois bien qu'elle s'inquiète. L'homme refuse de faire venir un médecin. Il dit que Dieu soignera ceux qui le méritent. Jour 45. Je ne sais plus combien de temps on va tenir. Céline ne ressemble plus à ma petite sœur. Elle ne sourit jamais et elle sursaute au moindre bruit. Émilie dort beaucoup, peut-être pour échapper à la réalité. Papa et maman parlent à voix basse le soir, et je crois qu'ils essaient de trouver un moyen de nous faire sortir d'ici. Jour 50. L'homme n'est pas venu depuis 3 jours. Nos réserves de nourriture diminuent. Papa rationne tout, mais on commence à avoir vraiment faim. Céline a demandé si on allait mourir ici. Maman lui a dit que non, mais elle avait les larmes aux yeux en le disant. Jour 55. Émilie a fait un malaise cette nuit. Elle respirait très mal et elle était toute froide. Maman et papa l'ont réchauffée et elle va mieux maintenant, mais on a eu très peur. Je crois qu'on ne va pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Jour 58. L'homme est revenu. Mais il avait l'air différent. Plus agité, plus effrayant. Il parlait de purification, de sacrifices nécessaires,
Papa a essayé de le calmer, mais l'homme l'a frappé. C'est la première fois qu'il devient violent physiquement. Maman a serré Céline et Émilie contre elle. Jour 60. Je ne sais plus quoi écrire. Céline ne mange presque plus. Émilie ne parle plus du tout. Papa et maman essaient de nous donner courage, mais je vois bien qu'ils sont au bout. L'homme vient tous les jours maintenant, et il a l'air de plus en plus malade. Il dit que notre épreuve touche à sa fin, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. Jour 62. Cette nuit, j'ai entendu l'homme qui marchait au-dessus de nous. Il parlait tout seul, et par moments il criait. Papa dit qu'il faut être prêt à tout. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais j'ai peur. Céline ne se réveille presque plus. Émilie non plus. Jour 65. L'homme est venu ce matin avec des bougies. Il a dit qu'aujourd'hui était un jour spécial, que notre purification était terminée. Papa a essayé de le raisonner, de lui expliquer qu'on était innocent, qu'on voulait juste rentrer chez nous. Mais l'homme ne l'écoute plus. Il sourit tout le temps maintenant, et ce sourire fait encore plus peur que sa colère. Jour 67. Je n'arrive plus à compter les jours exactement. Céline ne bouge presque plus. Émilie respire bizarrement. Maman pleure en silence. Papa me serre contre lui et il me dit qu'il m'aime. L'homme répète qu'on va bientôt être libéré, mais pas comme on l'espérait. J'ai très peur. Si quelqu'un lit un jour ce cahier, dites à nos grands-parents qu'on les aimait et qu'on pensait à eux. Jour 68. L'homme est là. Il a apporté des fleurs et il dit que c'est pour notre voyage. Papa lui demande de nous laisser partir, au moins les filles. Mais l'homme dit que c'est impossible, qu'on doit partir tous ensemble. Maman chante une berceuse à Céline qui ne l'entend peut-être plus. J'entends des pas au-dessus, même dans le noir. Je sais qu'il est là. Les dernières pages étaient moins lisibles, l'écriture plus tremblée, les phrases parfois incohérentes. Jacqueline comprit que Julien s'affaiblissait, qu'il luttait pour continuer à témoigner malgré l'épuisement et la terreur. Quand elle referma le dossier, elle avait vieilli de 10 ans. Ces pages révélaient l'ampleur de l'horreur vécue par sa famille, mais aussi l'amour et le courage qui les avaient unis jusqu'au bout. « Maintenant, je sais », murmura-t-elle au capitaine Durand qui l'attendait dans le couloir. « Maintenant, je sais qu'ils ne nous ont jamais oubliés, qu'ils ont lutté jusqu'au bout, qu'ils sont morts en famille, unis dans l'épreuve comme ils l'avaient été dans le bonheur. » Les funérailles eurent lieu 1 mois plus tard, dans l'église Saint-Martin de Limoges, où les Dubois avaient été paroissiens. Toute la ville semblait s'être donné rendez-vous pour accompagner cette famille dans son dernier voyage. Madame Rousseau, maintenant centenaire et très fragile, avait tenu à être présente. On l'installa dans un fauteuil roulant au premier rang, et sa présence émouvante rappelait à tous ces jours heureux du pèlerinage, avant que le cauchemar ne commence. Le père Bertrand, malgré son grand âge, célébra l'office. Sa voix tremblait d'émotion quand il évoqua cette famille qu'il avait menée sur les chemins de la foi et qui avait trouvé le martyre au lieu de la paix espérée. Pierre, Marie-Claire, Julien, Émilie et Céline Dubois, dit-il dans son homélie, ont vécu un calvaire que nous ne pouvons pas comprendre. Mais leur amour mutuel, leur courage, leur fidélité jusqu'au bout à leurs valeurs, nous montrent que même dans l'horreur absolue, l'âme humaine peut garder sa dignité et sa grandeur. Thomas, Mathieu et Sophie étaient venus avec leur propre famille. Leurs enfants, qui avaient l'âge qu'avaient Julien, Émilie et Céline lors de la disparition, représentaient symboliquement la vie qui continue malgré la tragédie. Après la cérémonie, le cortège se dirigea vers le cimetière où 5 cercueils furent mis en terre côte à côte. Sur la pierre tombale, une inscription simple « Famille Dubois, pèlerins éternels, leur amour a vaincu la mort ». L'enquête se poursuivit encore plusieurs mois, mais sans aboutir. L'homme malade évoqué dans le journal de Julien ne fut jamais identifié. Peut-être était-il mort depuis longtemps, emportant son secret avec lui. Peut-être vivait-il encore quelque part. Torturé par ses souvenirs, la structure souterraine fut détruite, comme pour effacer définitivement ce lieu de souffrance.
À sa place, la municipalité fit planter un petit bois de chêne avec une plaque commémorative discrète. Jacqueline Moreau mourut 2 ans plus tard, apaisée d'avoir enfin connu la vérité sur le sort de sa famille. Elle avait légué tous ses biens à une association d'aide aux familles de disparus, perpétuant ainsi son combat pour que d'autres familles n'aient pas à endurer 30 ans d'incertitude. Aujourd'hui encore, chaque 11 août, une petite cérémonie se déroule à Rocamadour devant la plaque dédiée au Dubois. Quelques personnes se rassemblent, allument des bougies, déposent des fleurs. Madame Rousseau n'est plus là pour témoigner, le père Bertrand non plus, mais leur mémoire perdure. Les enfants du pèlerinage, devenus grands-parents à leur tour, racontent parfois à leurs petits-enfants l'histoire de leurs amis disparus. Ils expliquent comment une famille heureuse peut basculer dans l'horreur, mais aussi comment l'amour peut survivre aux pires épreuves. Car c'est peut-être cela, la véritable leçon de cette tragédie. Non pas la victoire du mal sur l'innocence, mais la persistance de l'amour au cœur même de l'enfer. Pierre et Marie-Claire sont morts en protégeant leurs enfants. Julien a tenu son journal jusqu'au bout pour témoigner. Émilie et Céline se sont endormis dans les bras de leurs parents. Ils étaient partis pour un pèlerinage vers la Vierge Noire de Rocamadour. D'une certaine façon, ils ont achevé leur voyage. Pas comme ils l'espéraient, pas comme leur famille l'aurait voulu, mais ensemble, unis par cet amour plus fort que la mort qui était le véritable trésor de leur existence. Dans les registres de Rocamadour, 5 noms sont inscrits à jamais parmi les pèlerins éternels. Pierre, Marie-Claire, Julien, Émilie et Céline Dubois ont rejoint cette longue procession de fidèles qui, depuis des siècles, montent vers la lumière, portant dans leur cœur meurtri l'espoir indestructible de la résurrection. Cette histoire vous a touché comme elle nous a bouleversés. Ces destins brisés nous rappellent la fragilité de nos bonheurs quotidiens et l'importance de chérir chaque moment passé avec ceux que nous aimons. Si ce récit a résonné dans vos cœurs, si vous souhaitez que d'autres découvrent cette vérité enfin révélée, n'hésitez pas à partager votre émotion. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à toutes les familles qui vivent encore dans l'attente et l'angoisse. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos témoignages sur ces affaires qui marquent nos mémoires. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous a inspiré. Quelles émotions elle a réveillées en vous. Vos mots prolongent la mémoire de Pierre, Marie-Claire, Julien, Émilie et Céline Dubois et rappellent que derrière chaque fait divers se cachent des êtres humains qui méritent qu'on se souvienne d'eux.